Chers amis, bonsoir, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence du cycle Design et Industrie. Et en fait, on va vous raconter une histoire. On pensait faire quelque chose de vivant, une chorégraphie. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de chorégraphie, on va vous raconter une histoire. En fait, vous êtes ici au siège social de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est une association qui existe depuis 1801, qui est une association incroyable, qui a été créée sous l'impulsion de Napoléon pour encourager les industriels et montrer l'essor de l'industrie en France face à l'essor de l'industrie anglaise qui était en plein boom. Et en fait, les trois consuls ont décidé de pousser les industriels à créer cette association. Et en fait, l'association a 4 missions que je vais vous citer, qui sont encourager, transmettre, valoriser, conserver. Et elle a été reconnue d'utilité publique en 1824 et ce statut de reconnaissance d'utilité publique a été créé pour l'association d'encouragement. Il faut savoir que c'était aussi l'ancêtre de l'INPI. On a une bibliothèque qui regorge de tous les brevets. Les premiers brevets ont été déposés ici et des histoires absolument incroyables, notamment la naissance du cinéma dans cette salle. Donc je ne vais pas raconter plus de détails, mais ça mériterait une vraie conférence parce que la société est une association absolument incroyable. Alors en fait, nous faisons partie, Emmanuel Bertrand Lemoine, qui est président du comité Construction et Beaux-Arts, et Sonia Lugassi. Nous sommes une quinzaine d'amis, membres du collège, du comité Beaux-Arts et Construction. Et en fait, on s'est dit que nous regrettions beaucoup la non-proximité des industriels avec les designers. Et en fait, on s'est dit, il y a tellement d'exemples réussis d'industriels et d'industries qui ont été réveillés par l'intervention de designers, par cette alchimie de rencontres entre des personnes, que nous voulions témoigner et vous montrer des exemples réussis. Donc nous avons aujourd'hui la première conférence, et j'ai la chance de vous présenter nos amis de Sam Mode et Normal Studio. Alors pour faire dans les règles, Emmanuel Gagnez, qui est au milieu, qui est président de Sam Mode, diplômé HEC en 2000. Il débute sa carrière chez Bain et compagnie à Paris, cabinet international de conseil en stratégie. Et il intègre en 2003 la société Sam Mode, spécialisée dans l'éclairage technique, alors dirigée par son père. Sam Mode existait depuis 1927. Et en fait, Emmanuel, il a regagné la société d'encouragement parce que nous lui avons remis un prix d'encouragement qui était un montgolfier en 2019 pour récompenser toutes ses actions envers l'industrie, et il est maintenant membre important du comité. Ensuite, Jean-François Dingéan, qui est designer, diplômé de de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Il enseigne et il est directeur de projet à l'ENSI, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle. Il est cofondateur de la revue Azimut et cofondateur de Normal Studio, l'agence de design dont nous allons parler. Et en fait, Jean-François a eu comme étudiant Éloi Chafaille, donc diplômé de l'ENSI également, qui a reçu en 2006 le Grand Prix de design parade de la Villa Noailles à Hyères. Il est cofondateur avec Jean-François de l'agence du studio Normal Studio. Alors en fait, l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre ce qu'est le design, parce qu'il y a énormément de définitions différentes, et en fait beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est le design. Donc l'idée c'était vraiment d'apprivoiser les néophytes et de montrer aux industriels que le design est vraiment vecteur et créateur de valeur. Emmanuel, alors pour vous faire comprendre d'abord d'où venait cette histoire et ce qu'était Sam Mode avant la rencontre, qui est donc ce déclic. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de Sam Mode, s'il te plaît, avant le déclic? Alors absolument. Sam Mode était connu pour le tube. Sam Mode était une société dont l'activité était l'éclairage technique industriel, dont le cœur de la culture, c'était les savoir-faire industriels, notamment le travail du métal et de la tôlerie fine, dont les valeurs fondamentales qui étaient cultivées avec passion et persévérance depuis 90 ans étaient autour de la performance, de la qualité extrême, de la robustesse, de l'extrême durabilité des produits et de la souplesse et de l'adaptabilité qu'on pouvait offrir à nos clients. Donc conception, fabrication, culture industrielle,
Une usine lorraine, qui était le lieu de création de l'entreprise, avec beaucoup de savoir-faire qui était à la fois valorisé, et des grands clients que vous ne voyez jamais, mais qui sont pour nous importants dans les grands métiers de l'industrie de process. Et puis, une activité s'était développée à partir des années 80-90. On voit là quelques grands projets architecturaux avec Rechen et Robert à la Grande Halle de la Villette, avec Patrick Bouchin au Palais Royal ou Dominique Perrault à la BNF. Donc ça, c'était l'entreprise, on va dire, telle qu'elle était, prospère, très solide, en fait, avec des fondamentaux industriels très forts et des grandes convictions. Et puis on avait des objectifs qui étaient, on va dire, assez partagés dans l'entreprise. C'était un plan de développement qui reposait sur 3 piliers. Le premier, c'était d'assumer notre activité dans l'architecture et le design. Le deuxième, c'était l'innovation permanente. On verra que ça a eu un impact assez fort. Et puis un enjeu d'internationalisation de l'entreprise. Très bien. Et ensuite, il y a eu, donc là on voit quelques-uns des projets défilés, donc des projets déjà très conséquents, mais pas encore cette rencontre et ce déclic qui a changé le visage de l'entreprise. Alors, avant de parler du déclic et de la rencontre, j'aimerais bien que, messieurs, vous puissiez présenter Normal Studio. Alors, je ne sais pas lequel, Jean-François ou Éloi, lequel de... Je pense qu'on va faire l'exercice partagé. Formidable. On fait Très ça bien. assez bien en principe, on rebondit. Alors là, vous voyez une image d'une chaise emblématique qui est la chaise A de l'entreprise Tolix. Mais pour présenter notre studio, nous on est un studio de design assez éclectique, puisqu'on travaille à la fois pour l'industrie avec des groupes comme Schneider Electric ou le groupe Tefal, pour qui on a beaucoup travaillé pendant des années. Et puis parallèlement, on développe des projets de recherche, et puis on a toujours travaillé pour des PME françaises ou pas d'ailleurs, avec l'idée que leur savoir-faire était le point d'ancrage de notre travail, et on est très attaché à l'idée que le process génère la forme, et que c'est en partant du process des entreprises qu'on va pouvoir designer et donc amener ce qu'on appelle de l'innovation, mais qui pour nous est une sorte de continuité historique et formelle. Et donc on a fait pendant, j'ai pas la notion du temps, mais on va dire 6 ou 7 ans, la direction artistique, mais je vais employer le terme de stratégie créative de l'entreprise Tolix, qui était une petite PME du centre de la France, qui avait un très fort savoir-faire, puisqu'ils ont inventé en 1934 la première chaise empilable de l'histoire. Et puis, cette entreprise a eu un essor assez particulier. Je vais peut-être laisser la parole à Éloi, si tu veux dire des choses. Oui, on a eu la chance, je dirais, de pouvoir participer au développement de Tolix, en fait. Et c'est une entreprise qui avait été reprise, qui avait déposé le bilan, qui a été reprise par ses employés, notamment la chef comptable de l'époque. Et nous, on a pu travailler, donc accompagner l'entreprise dans la création de nouveaux produits, dans la restructuration de son image, dans la redéfinition de ses valeurs et de son image de marque, et on a contribué à son nouvel essor. Et donc nous, quand on a cessé un peu notre collaboration avec Tolix, ils venaient de construire une nouvelle usine de 20 000 m² et ils avaient à peu près une centaine d'employés. Lorsque nous, on a commencé notre collaboration, il y avait 16 employés, ce qui était en fait le minimum nécessaire à la fabrication d'une chaise A, c'est-à-dire c'était les étapes mises bout à bout nécessitaient 16 employés. Ouais, moi je suis très attaché moi, à ce projet-là qui a duré sur le long terme, parce que ça a duré 6 ou 7 ans, parce qu'on entend souvent parler de social design, et pour moi le social design, si on arrive à générer autant d'emplois dans un bassin d'emploi où il n'y a pas de travail a priori dans une petite ville comme Autun, pour moi c'est un vrai rôle social en fait de faire du design dans ces conditions-là. C'est d'ailleurs aussi un exemple qu'on pourrait citer, parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'industriels qui ont eu vraiment leur chance menée par le design. Et au niveau de notre rencontre avec Samod, en fait, je dirais que cette expérience, c'était même une aventure un peu avec Tolix. C'est ce qui a fait un peu le socle de la rencontre, c'est-à-dire que Samod a vu ce travail-là. Eux, ils avaient aussi des besoins à cette époque-là d'aller vers un petit peu de nouveaux marchés, de se développer différemment par rapport à ce qui était leur secteur d'activité, d'aller un petit peu plus vers le design, d'aller un peu plus vers peut-être des produits qui ne soient pas des produits installés, avoir une innovation qui était différente d'une innovation technique dont ils étaient familiers, mais d'aller vers des marchés qui étaient peut-être l'architecture d'intérieur, le design. Et nous, ils ont vu ce travail-là de mener avec Tolix. Ils ont compris aussi pourquoi on avait fait ça et qu'est-ce que ça avait pu apporter à l'entreprise.
Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés un petit peu et qu'on a commencé à échanger. Et ça peut paraître paradoxal, mais quand par exemple on a commencé à travailler avec Tolix, ils voulaient qu'on dessine des produits et nous on leur a dit qu'en fait c'était pas du tout le sujet, qu'il fallait d'abord penser la stratégie de la marque pour voir quels produits on allait dessiner et pour qui. Et je pense qu'en faisant ce projet-là, on s'est aussi forgé une méthodologie qui fait qu'aujourd'hui on est en mesure de travailler avec Samod et d'amener aussi cette méthodologie. Alors donc la rencontre. Emmanuel, comment ça s'est passé? Alors la rencontre, il faut être deux. Plusieurs. Ou plusieurs, ouais. Donc nous, disons que Samod était un tournant de son histoire, comme je disais tout à l'heure, où on avait occupé un certain nombre de territoires. On avait une très forte compétence, légitimité, reconnaissance sur le marché industriel. Une extrême qualité de marque qui était reconnue. On avait fait tout un travail sur l'identité de la marque, les valeurs. Ça avait déjà été exprimé. Et on était à la recherche, on était quand même sollicité par un certain nombre de nos clients. Alors on travaille avec des très grands clients depuis des décennies, que ce soit la RATP, la SNCF, des grands architectes avec lesquels on noue des relations, ou des industriels, des gens comme Arcelor avec qui on a beaucoup co-développé, mais ça n'avait pas nécessairement, ça ne débouchait pas sur une expression publique capable d'être appréhendée de façon large. Et on avait des demandes croissantes de la part de nos clients les plus fidèles, des architectes, qui commençaient à nous emmener de l'architecture publique vers une architecture plus domestique, on peut la qualifier comme ça, soit parce que les typologies de projets changeaient en termes d'usage, on n'était plus dans l'équipement public en tant que tel, mais dans des choses qui relevaient peut-être un petit peu plus de l'hospitality. L'échelle des bâtiments et des projets n'était plus la même, et du coup les besoins fonctionnels et esthétiques qui étaient induits, eux-mêmes en fait concernaient de nouvelles demandes. Et c'était une tendance qui était assez forte, qui était croissante, et donc ça nous a incité à quand même se poser la question d'une structuration d'une méthodologie, ou en tout cas de comment est-ce qu'on remplit nos objectifs de développement de la façon la plus performante possible. Donc voilà ce qui a, on va dire, initié de façon tout à fait structurelle en fait la rencontre. Donc ça veut dire que tu avais décidé d'ouvrir. Quel a été ton déclic à toi avant de partir sur le déclic commun? Alors, il y en a eu en fait deux. Alors ça, je vous ai raconté la grande histoire, et là, c'est on va dire la petite histoire, mais qui a beaucoup d'importance. Il y a assez longtemps, j'ai eu du mal à retrouver la date, j'ai assisté à une conférence, un peu comme ce soir, extraordinaire chez Schneider Electric. Ah, c'est pas mal. Attention, je donne de l'importance à ce moment parce qu'Emmanuel m'avait dit je ne veux pas en parler. J'ai dit non, mais les secrets, ça nous intéresse. Donc on partage avec vous des secrets. C'était pas écrit, mais dis-nous. Voilà, cette conférence était chez Schneider Electric dans le nouveau siège de Rueil-Malmaison qui avait été fait par Jean-Michel Villemotte. C'était les anciens d'HEC qui avaient organisé ça. Et le thème, ça devait être le design de marque et le design et les marques. Intervenait Helium Studio de Marc Berthier, intervenait Frédéric Beuvry évidemment, et intervenait Mathieu Lehanner. Donc c'était des expressions en fait assez différentes. Et ça a été pour moi la découverte de tout un monde que je n'avais qu'effleuré ou que je regardais d'un peu plus loin. Mais ce qui était intéressant, c'était déjà l'idée de l'importance du design pour des marques, mais y compris industrielles. Et donc évidemment l'écho avec nous était un peu évident. Puis il y en a eu un deuxième qui là était vraiment le déclencheur de la rencontre de mes voisins de gauche et de droite. C'est qu'un salarié, un collaborateur de Samod, jeune, brillant, hyper inventif, avait souhaité faire un master à l'ENSI qui s'appelait Innovation by Design. Donc on retrouve toujours cette espèce de fil rouge. Et lors de ce master, il a dû avoir un enseignement de la part de Jean-François qui a raconté l'histoire Tolix, si ma mémoire est bonne. Et quand il est revenu au bureau, il a dit il faut absolument qu'on se voie, il faut que je te raconte quelque chose. Donc j'ai eu le récit et du coup une première réunion s'est rencontrée au studio, en fait à Montreuil, et ça a été le début c'est un peu la première bière, quoi. Oui, pour la petite histoire de la petite histoire, ce collaborateur, nous l'avions rencontré des années avant. Quel est son nom? Guillaume Coad, qui travaille toujours chez Samod, et on l'avait rencontré nous à l'époque où on faisait du design pour le groupe SEB notamment, dont toute la stratégie de design était pilotée par Frédéric Beuvry.
Donc on l'avait rencontré, il était ingénieur là-bas à l'époque. Donc il y a des liens comme ça qui jalonnent un peu Bah, dis donc, Jean-François, histoire. quand on suit tes cours, la vie change. Hein. J'espère. Tu te rends compte? Je me sens investi d'une mission. C'est bien, c'est bien. Les jours heureux. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, Emmanuel, en image? Parce que, en fait, donc, le déclic, non, c'était pas encore le déclic, c'était la Non, rencontre. c'était pas encore le déclic, La en rencontre. fait. Parce qu'il y a eu une grande phase où on s'est apprivoisé, parce que c'est quand même une rencontre. Aujourd'hui, on parle d'une rencontre. Ça aussi, pardon, c'est quelque chose d'important. Les industriels et les designers ne parlent pas la même langue. Sachez-le, il faut décoder, il faut décrypter. Donc, c'est toujours important de s'apprivoiser. C'est ce qui était intéressant, c'est que nous aussi, on a senti que Samod avait très bien identifié les nouveaux besoins qui frappaient un petit peu à la porte de la marque et puis l'envie de se développer vers des secteurs un petit peu différents de ce qu'ils faisaient. Et il y avait toute cette culture industrielle, technique, toute cette rigueur qu'ils avaient. Et nous, on a dû apprendre à comprendre tout ça. Et puis, eux, ils sont venus aussi vers notre culture avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie. Donc, ça a été relativement facile, en fait, le dialogue. Après, moi, je dirais que nous, on est assez sensibles à cette culture technique et industrielle. Il y avait aussi, on a tout de suite perçu chez Samod des choses qui nous parlent énormément, c'est-à-dire des valeurs, notamment la pérennité des produits, le fait que les produits soient bien pensés, qu'on avait déjà chez Tolix en fait, et qu'on avait réussi à mettre en avant chez Tolix. Et c'est vrai que quand on voit un tube Samod, nous, on a fait un petit travail pédagogique avant de démarrer notre vrai travail, où on expliquait comment on percevait ce tube Samod. Donc on le mettait en rapport, par exemple, avec une Land Rover ou avec en disant il est pérenne, il est solide, il est facile d'entretien, etc. D'accord, je parle pas assez dans le micro. Et donc en fait, on était très sensible à ces valeurs, on était très sensible à ces valeurs du produit. Et je pense que c'est ce qui a aussi fait qu'on a pu à un moment donné communiquer, c'est-à-dire mettre en commun nos envies de continuer à travailler. Donc la rencontre. Attends, est-ce que vous avez entendu les 20 premières minutes ou vous avez attendu 20 minutes? Ouais, j'espère. Ah, ok. Bon, de toute façon, normalement, on doit redire plusieurs fois la même chose sous des formes Mais ça différentes pour tombe que bien ça parce que imprime. mon intro n'était exactement pas ça. terrible, donc j'aurais bien refait, je suis désolée. Il y a un point qui est très important, c'est que, on va dire, dans la rencontre, il y a le temps d'apprivoisement et après, qu'est-ce qui fait que ça marche? Il y a eu tout ce qu'on a vu par le passé, plein de lignes qui se sont croisées, ça relevait peut-être un peu du hasard, mais quand il y a beaucoup de hasards qui se juxtaposent, c'est peut-être plus que des coïncidences. Et ensuite, effectivement, on avait dans le titre de la conférence, il y a marqué l'histoire d'une rencontre visionnaire. Alors, c'est pas qu'on n'est plus visionnaire au sens prospectif du terme, c'est que nos visions étaient pas seulement compatibles, mais ce travail-là de confrontation a fait naître plus que des convergences. En fait, on est passé à des stades supérieurs. On le verra après physiquement dans ce qui est ressorti de tout ce travail. Mais ce qui fait que ça a fonctionné, c'était le partage de valeurs. C'est-à-dire que pour nous, fabriquer en France est important. La notion d'honnêteté dans la conception, dans le dessin, la question de la justesse de la fabrication, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour parvenir en fait à un résultat, une certaine forme on va dire, de persévérance ou en un certain sens de vraiment le travail de l'effort, cette dimension industrielle qui n'est pas du tout antinomique avec une dimension esthétique des choses. Hein. Au contraire, c'était une façon de pratiquer une esthétique. Ça nous était commun. Voilà. Et donc, on s'en est rendu compte par plein de choses, parce qu'on a beaucoup discuté, parce qu'on a fait un voyage un petit peu initiatique à Milan, où là, pour le coup, on a appris quelque part à se connaître les uns les autres, et nos goûts intellectuels et nos goûts esthétiques. D'ailleurs, bravo à tous les deux, parce que Emmanuel m'a parlé de ça, c'est-à-dire que vous avez embarqué Emmanuel dans une expédition à Milan pour aller tester un peu ce que lui n'aimait pas, sa perception aussi de l'innovation, Oui, de la... C'est ça, mais c'est aussi lui montrer ce que nous on aimait et pourquoi on l'aimait, lui expliquer pourquoi c'était intéressant de faire comme ça ou comme ça, lui faire rencontrer des personnes qui pour nous étaient importantes et pouvaient être clés dans le montage de ce projet. Oui, des fois, plus que ce qu'on aime encore, c'était ce qu'on trouvait juste ou pertinent chez certaines marques ou chez certains exemples, et où on se disait, bah voilà, là, c'est pas forcément de notre goût, mais c'est intéressant, ce travail-là est intéressant, ce travail-là est porteur pour une marque, etc. On peut qualifier de ce qu'on fait de direction artistique, je pense que c'est le terme, mais nous, on pense que c'est plutôt un usage stratégique de la création, en fait, et que dans une entreprise, même un fabricant avec une origine industrielle comme Samod, la création peut avoir une part très importante, et qu'elle va balayer un petit peu tous les secteurs de l'entreprise, que ce soit évidemment la création de produits, mais la manière dont ils sont montrés, la manière dont ils sont communiqués,
l'image de la marque, etc. Oui, mais là, tu parles de ce que ça a donné, mais est-ce que dès le départ, le brief, c'était celui-là? C'était un peu le travail fait Nous, on l'a chez formulé Tolix, de cette manière-là, c'est-à-dire de faire un projet global, parce qu'en fait, l'enjeu, La c'était méthode. quand même, d'une, que Samod se sente légitime d'aller sur ce terrain-là, ce qui n'était pas tout à fait le cas, parce que Samod vient d'une culture très industrielle, et il fallait qu'on puisse démontrer que c'était faisable. Donc ça, c'était important. Et puis, d'envisager un projet global, c'est-à-dire un projet où l'identité de l'entreprise soit, portée par la création, en fait. Voilà. En fait, il y avait un produit iconique qui était le tube, qui est un produit que énormément de gens avaient dans l'œil, qui est un produit qui est dans l'éclairage, qui est extrêmement particulier parce qu'il est lié à son origine, à un système pour protéger la source lumineuse, mais la marque en tant que telle n'était pas connue à la hauteur du produit. Et nous, l'idée, c'était de rétablir cette balance et de faire en sorte que tout puisse monter à la hauteur du produit, quoi. Du coup, la commande, effectivement, c'était pas dessine-moi un beau produit. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est aussi entendu, c'est que nous, on avait une approche, nous, on avait des aspirations qui étaient quasiment d'ordre stratégique, identitaire. Le but, c'était pas de faire en fait un feu de paille, c'était de construire quelque chose qui écrive les 10 ou 20 prochaines années. L'avantage des sociétés familiales, industrielles qui ont survécu à pas mal de choses, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans le temps long et que c'est assez naturel. En fait, ça pose pas beaucoup de problèmes. D'où l'idée d'avoir une vision longue et ensuite de la façon, comment est-ce qu'on écrit ce chemin. Et l'importance, je reviens à nouveau à la rencontre, c'est le mandat était relativement clair, même si on l'a affiné au fil des ans, ce qui est un peu normal. Les aspirations étaient très claires. Et puis, on va dire, les compatibilités à la fois humaines, intellectuelles ou méthodologiques étaient bonnes. Parce qu'on a, dès le début, considéré qu'il ne s'agissait pas, c'est comme ce que dit Jean-François, on n'a pas commencé par dessiner des produits. On a commencé par appréhender en fait une stratégie globale et définir une méthodologie dont vous avez, et déjà commencé par monter une équipe. Dont vous avez à l'écran les principaux protagonistes. Donc en fait, dès le départ, il y avait la perception que ça allait changer la face de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'était pas juste faire mieux des produits plus jolis, etc., ou plus innovants, puisque le design, c'est l'innovation, la fonction. Alors, mais c'était vraiment ça le but, parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop cher. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, peut-être, ce qu'on peut dire en conclusion, on le verra en conclusion, mais c'est quelque chose de très engageant. Voilà. En fait, c'est pas une ligne, disons, c'est pas en se disant, tiens, c'est pas optionnel. C'est-à-dire que quand on s'engage dans cette démarche, on dit que ça aborde tous les aspects de l'entreprise, on va le voir. Ça veut aussi dire que l'entreprise tout entière doit s'y engager. Sinon le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, il faut embarquer toutes les équipes. Voilà. Oui, c'est un travail cosmétique, et c'est pas un travail cosmétique, pardon, voilà, beau lapsus. Et c'est pas du tout un travail cosmétique, et c'est un travail en fait qui va, comme disait Emmanuel, toucher un petit peu tous les secteurs de l'entreprise, tous les gens qui y travaillent, et c'est un travail aussi pour le coup pour sa mode qui est totalement nouveau, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut aussi le temps de mettre en place tout ça, quoi. Et ça veut dire qu'en fait, nous, notre premier rôle, ça a été de construire ce travail-là, et puis d'embarquer avec nous une équipe de personnes qui allaient pouvoir répondre aux questions qu'on leur posait, et de les formuler clairement. Donc ça veut dire formuler, donc là vous voyez l'équipe de départ, qui est donc nous, voilà, bien sûr, mais on voulait évidemment repenser l'iconographie générale de sa mode, parce que quand on équipe des centrales nucléaires, c'est dur de s'adresser à un architecte d'intérieur. Ça peut le faire. Donc vous avez constitué une équipe Oui. d'experts. Et est-ce que chacun a apporté, ou vous aviez chacun les mêmes? Comment non, ça s'est constitué, nous l'idée, cette équipe? on cherche des gens et on choisit des gens qu'on qui pense vont pouvoir répondre à la question que l'on pose pour la marque. C'est-à-dire que donc là, cette équipe est constituée donc d'une photographe, Morgane Le Gall, avec qui on travaille nous depuis longtemps, mais on voulait vraiment qu'elle soit dans l'aventure parce qu'elle a un regard très précis sur les objets, et on aime la manière dont elle est capable de comprendre ce que l'on est en train de faire. Et c'est très rare, c'est-à-dire que c'est pas la photo qui prime, c'est l'objet qui devient l'intérêt. Vous verrez son travail distillé dans toute la présentation, c'est ce qui donne quand même le ton pas mal. Ensuite, on a embarqué des graphistes qui sont WA75 représentés ce soir, mais qu'on ne connaissait pas, mais on a cherché des graphistes qui pouvaient gérer la technique Samod. Ouais, à une écriture technique et qui puisse avoir cette appétence de répondre à la technique. On ne voulait pas des graphistes qui allaient amener un style, mais on voulait des graphistes qui allaient comprendre la technique.
Ensuite, on a eu un auteur, donc Christian Simin, qui nous a aidés sur tout le rédactionnel. Et puis, bien sûr, on a embarqué avec nous une agence de presse qui est 14 septembre, parce qu'on a eu besoin aussi comment dire, de se déployer, quoi. Et donc, c'est l'ensemble de cette équipe qui a fait que ça a fonctionné. Et aussi bien Morgane Le Gall, la photographe, que les WA75, eux aussi, ils jouent le jeu de rentrer dans cette histoire de sa mode, de comprendre le contexte dans lequel ils travaillent et de mettre leur talent au service de cette marque-là et pas juste d'apposer une patte qui serait un petit peu extérieure comme ça. Donc c'est ce que nous, on fait avec le design ou avec l'orchestration de tout ça, mais c'est vraiment un travail qui s'appuie sur le contexte. Ça, c'est l'équipe externe, parce qu'en interne, il y avait quand même... Donc en fait, si je comprends bien, oui, on a un peu bossé quand même. Ouais. Le fil de démarrage, c'était l'expression de la marque avant les produits. C'était vraiment... C'est exactement ça. Oui. Et puis, il y a eu après le choix de designers externes, oui. bien sûr, et à qui on a demandé de travailler avec des questions très précises. Ça, je trouve ça très généreux, parce que vous auriez pu dire, bah non, Samode va créer tous les produits, Normal Studio va créer tous les produits Samode, mais vous avez eu vraiment cette ouverture de dire ça n'a pas de sens. On l'a fait chez Tolix, et on le refait ici, et on le refera à chaque fois, parce que sinon ça devient stérile. Quoi, en fait. Oui, le but du jeu, c'est quand même de choisir des gens pour des... Quand Samode a certains besoins, certains projets, nous, on essaye vraiment de trouver des gens dont le travail sera juste à ce moment-là, quoi. Ouais. Et pas forcément nous. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait partie, vous avez cherché des classiques aussi comme Garish, Mortier. Quoi, ça, c'était vraiment Alors, des tout à fait, mottes. Mais ça, c'est dans 11 minutes. Ouais. D'accord. On va essayer de passer parce qu'il faut qu'on rende hommage quand même justement à tout le travail qui a été fait. Mais là, on peut passer peut-être un petit peu plus vite pour que vous ayez aussi la possibilité de poser des questions, je pense. Mais non, c'est important. C'était presque volontaire parce qu'il y avait un côté contre-intuitif. On voulait commencer par ne pas faire de nouveaux produits. On s'est dit la première tâche, c'est de correctement exprimer, faire connaître et divulguer toutes les ressources que en fait la marque contenait déjà en elle-même. Donc on avait une espèce de trésor. Évidemment, nous on en était convaincus, mais sauf qu'on n'avait pas trouvé tout à fait les voies et moyens avant que tout ça n'arrive de porter à la fois cette excellence et cette histoire incroyable au service du public. En plus, depuis 1927, toutes les archives avaient été conservées, donc il y avait vraiment une matière incroyable à exploiter. Voilà, c'est ce qu'on a montré. Le tube, c'est 1966, 67, c'est le brevet, et il y en avait eu évidemment c'était devenu un système, on le verra à la fin, qui ensuite a trouvé son prolongement. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inspirés du tube en fait par la suite, mais évidemment qui n'ont jamais pu égaler ni la performance, ni la durabilité, ni ce que vous verrez plus tard en fait la profondeur du système. Donc je vais dérouler assez vite parce que le travail s'est fait autour de ce qu'on a appelé des brochures institutionnelles qui racontent justement l'histoire et les valeurs de la marque dans un monde, ça c'est un point qui est important, où à peu près plus personne ne fabrique en France. Une partie de ceux qui fabriquent encore en Europe se contentent on va dire différemment. Certains, effectivement, s'inspirent très fortement de produits qui fonctionnent bien et l'essentiel est importé d'Asie. Donc cette histoire singulière, c'est la réalité objective. Donc l'histoire, la première chose, c'était de faire connaître cette histoire à la fois industrielle, que ça représente quelques dizaines d'emplois effectivement dans les Vosges, cette histoire de pérennité à la fois dans les territoires et en termes de produits et de design. Le travail sur l'identité graphique et photographique, alors je vais... Peut-être je vous laisse commenter pendant que je fais défiler. C'est un travail qui est très vaste parce qu'en fait, bien sûr, il y avait toute cette iconographie existante autour de l'industrie et qu'on peut voir ici, qui est assez impressionnante parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que les projets de Samode sont ce qu'on appelle de grands projets. Et puis, bien sûr, avec des contraintes, puisque Samode fait de l'éclairage qui permet d'éclairer des mines, des atmosphères explosives, différents, voilà. Et il fallait trouver une expression globale pour l'ensemble de la marque, c'est-à-dire à la fois les produits très industriels, mais à la fois trouver comment on pouvait ramener cette expression dans les produits plus domestiques afin de toucher ce qu'on appelle, alors en français, je ne connais pas le terme, mais on dit contract. Je ne sais pas pourquoi ce terme reste en anglais, mais en tout cas, toucher les architectes et les prescripteurs, et bien sûr le retail pour commencer à arriver vers le domestique, quoi. Et donc là, on a commencé aussi un travail beaucoup plus précis sur la photographie, ce qu'on voyait juste avant. Voilà.
où, avec peu de moyens pour démarrer, il fallait trouver l'expression de ce tube dans l'univers domestique. En fait, c'était ça le premier travail que l'on a fait. Et on voit beaucoup de douceur apportée par rapport à ce qu'on voyait avant votre... Ouais, bien sûr. On s'éloigne de la centrale. Et même dans toutes les brochures qu'Emmanuel a pu faire passer avant, en fait, l'idée quand même tout ça, donc il y a un très gros travail graphique qui a été fait, il y a un gros travail d'iconographie, et ensuite il y a eu un très gros de nomenclature sur comment déjà donner beaucoup de clarté à ce qu'est le tube Samod, parce que mine de rien c'est un système qui est extrêmement complexe, donc comment donner de la clarté, comment donner à lire les différents univers auxquels il s'adresse, et comment réussir à monter un niveau égal de qualité entre la communication graphique, l'iconographie, les messages, et comment du coup avoir un panel de la marque qui soit voilà, d'une qualité égale à celle du produit d'origine, quoi. Vous voyez qu'en fait, on ne parle pas vraiment de produits, c'est-à-dire que la démarche est une démarche globale et c'est un grand succès. Je te laisse montrer les projets. Oui, alors c'est aussi parce que le temps de développement d'un produit n'est pas le même temps que celui de la fabrication ou de la conception d'une iconographie. Et parallèlement, bien sûr, on commençait à élaborer de nouveaux produits et une nouvelle stratégie de produits, mais qui a pris plusieurs années. Le premier shooting photographique, en fait, peut-être Emmanuel, tu peux y revenir, donc c'est celui-ci, là où tu disais qu'il y a un petit peu beaucoup plus de douceur qui est arrivée. Donc c'est le premier shooting qui a été construit avec Morgane Le Gall. Donc nous, on réfléchit avec elle au décor, à ce qu'on veut raconter, etc. Puis à un moment, on prend un studio, on bâtit tout ça et puis on fait le shooting. Et là, finalement, dans cette gamme qui est montrée ici, il n'y a aucun produit nouveau, vraiment, qui a été dessiné par nous. C'est des produits qui étaient déjà existants chez Samod. Ils ont simplement été mis en scène. On a choisi les bonnes finitions. Il y a eu un travail qui a été fait sur les niveaux d'éclairage, la teinte de l'éclairage, etc. Puis on les a mis en scène. Donc ça a été vraiment un peu le premier gros travail. Et ensuite, c'est vrai que c'est une super idée parce que ça permet d'aller vite. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le nouveau produit soit conçu. On part sur de l'existant, on le rend lisible et désirable. Je pense qu'il y a dû y avoir un impact Alors, il immédiat. était déjà très désirable, hein, mais... Absolument, cher ami. L'impact, oui, il y a eu un impact assez rapidement, en fait, je pense, quand même. En termes d'image, en termes de résonance, en termes de chiffre d'affaires, ça a été un peu plus long, ce qui est normal, je pense, mais... Non, en fait, c'était assez de pair. C'est-à-dire que le fait de le rendre visible, parce que ça a coïncidé aussi avec ce qu'on va montrer après, c'était s'inscrire dans l'espace. C'était des partenariats, en l'occurrence ici avec Cassina. Ça a eu lieu très très tôt. On a été très bien aidés par plein de gens qui veillaient sur notre berceau. C'était une super expérience parce que pour nous, on passait d'une forme vraiment de non-publicité, on arrivait directement au boulevard Saint-Germain chez Cassina, qui est quand même en fait un lieu d'expression pendant la Design Week. Et puis ensuite, il y a eu tout le travail aussi moi j'ai trouvé très intéressant, qui était avec la Villa Noailles, où il y a eu à la fois ce partenariat de long terme, qui était aussi une façon pour nous de faire... d'aller à la rencontre en fait du monde du design et des designers, de s'inscrire dans cette mouvance, et puis d'avoir l'occasion d'y faire quelques installations. Quelques installations. Alors c'est vrai que le partenariat qui avait une avec dimension la Villa artistique en fait. C'est la Villa Noailles. Oui, c'est la Villa Noailles que tu connais bien. sûr. Et l'idée, c'était aussi de ramener une entreprise industrielle dans un domaine culturel et de montrer qu'en fait, c'est aussi un objet culturel. C'est-à-dire qu'un objet pensé et fabriqué, c'est un objet culturel. Oui. Et ça a été, je pense, très intéressant de faire ce partenariat, qui est un mécénat avec la Villa Noailles. Et puis aussi de penser sur plusieurs années les installations que l'on pouvait faire lors du festival Design Parade. Nous, il nous semblait assez clair que Samod avait une dimension patrimoniale et qu'il fallait aussi que c'était un moyen de surligner cette dimension-là, d'apparaître soit avec des marques comme Cassina, qui sont des marques phares du design et qui éditent les plus grands designers de la planète, soit d'apparaître dans des lieux de culture comme la Villa Noailles et de positionner les produits Samod à ce niveau-là. Et le musée des arts décoratifs, dont vous avez revu toutes les collections ouais, alors en fait, j'ai vu Samod. Tout à fait. Vous avez même mis des filtres roses. Je crois que tu n'étais pas au courant. Oui, non, mais j'ai trouvé ça bien. Pour l'exposition Prise Unique, ils ont un peu pimpé pendant une exposition là, le tube Samod, mais effectivement, on a dessiné donc une grille spéciale pour le musée des arts décoratifs parce qu'on a eu la chance de
de réaménager une partie de ce musée, le parcours contemporain, il y a déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et donc on a ponctué le parcours de Tube Samod. Et donc ça a été aussi l'occasion de dessiner un objet spécialement pour le musée. Oui, ce que vous voyez défiler très vite, c'est que l'expression de cette marque, en fait, bien sûr, c'était les documents graphiques, la photographie. Il y a eu ensuite les produits et il y a eu tous les espaces. C'est-à-dire que Samod a commencé à faire des salons qui étaient des salons différents de ceux que l'entreprise faisait habituellement, qui étaient plutôt des salons industriels. Mais du coup, Samod est apparu chez Maison et Objets, Samod est apparu à Milan. À Courtrai, à Francfort. À Courtrai, à Francfort. Et voilà. donc, nous, notre rôle, c'était... déployer la marque. Nous, notre rôle, ça a été aussi d'assurer la cohérence des espaces Samod, qui sont des espaces de vente, mais qui sont aussi des espaces de mise en scène des produits et de la marque, quoi. Donc la cohérence, elle devait aller des documents graphiques au shooting, aux espaces. Donc c'est une mission très complète. Et est-ce que c'est une mission totale. Totale. Formidable. C'est génial. Bravo. Bah, c'est relativement rare quand même. C'est pas fini. Ouais, c'est relativement rare de pouvoir faire ça, oui. de ce travail-là de A à Z. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est rare. Il y a assez peu Mais d'exemples. c'est pour ça que le but de cette présentation, c'est vraiment d'inspirer les industriels et vraiment de dire, pour ceux qui sont dans la salle ou en ligne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière leur écran, allez-y, je veux dire, les designers sont des gens formidables et laissez-vous apprivoiser les uns les autres, il y a des tas de projets à faire. Et donc, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler des piliers, parce qu'il y a plusieurs piliers chez Samod. Oui, il y a le deuxième, parce qu'on voilà. On a quand même travaillé aussi sur les produits. Et ça, c'était en fait, tout ça n'est pas séquentiel, hein, tout ça se fait en parallèle, et comme on le disait, la temporalité n'est pas la même pour exprimer les choses que pour développer, parce qu'il peut y avoir l'aléa de la technique ou de l'industrie. Donc, en parallèle de tout le travail qui était fait et qui était approfondi, il y a eu une réflexion sur la structuration de l'offre en général. Donc là, il y a une discussion qui est croisée entre ce que nous, on analyse être les besoins de nos clients, des marchés qu'on a envie de servir, de ce qu'on est capable également d'adresser, et du coup, de structurer l'offre, de l'enrichir, de la faire évoluer, et d'aller trouver peut-être de nouveaux designers qui pourraient s'inscrire en fait dans cette histoire. Et donc ce travail-là, il est très très abondant parce qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu déjà en fait entre nous, d'analyse du travail des designers qu'on a regardé et ensuite du choix qui se porte et ensuite de la rencontre à nouveau, du mandat et puis de l'exécution des choses. Donc en fait, on peut dire qu'il y a eu 3 phases, je repasserai après sur les images. Il y a un travail qui a été... qui n'aura jamais de fin parce que c'est le produit emblématique de Samod. Vous aurez l'occasion à la fin peut-être de feuilleter un livre, on en reparlera, qui est dévolu non pas à Samod mais au tube. C'était une de nos réflexions au début. C'est un système quasiment infini, absolument prodigieux. C'est aussi, là c'est un peu personnel, une des raisons aussi pour lesquelles je suis tombé amoureux de cette entreprise, indépendamment d'autres liens, mais tellement ce système-là est riche et riche de promesses et de liberté. Donc le travail sur que fait-on de nouveau en fait avec le tube, comment est-ce qu'on l'améliore sans cesse, comment on se retrouve de nouvelles fonctions, de nouveaux modes de mise en œuvre, de nouvelles finitions. Donc là on a été, on a été un peu bousculé parce qu'on avait une vision un petit peu rigoriste, c'est-à-dire qu'on était un petit peu cistercien dans ce qu'on pensait être autorisé, et puis voilà, on s'est ouvert parce qu'on est intelligent. Donc tu as été libéré ? Moi, je suis à la fois libre et rigoureux, voilà. Donc c'est une question de, c'est un chemin. Samod, c'est beaucoup libéré. C'est un chemin de conversion. Ça, c'est la première gamme qu'on a dessinée, qui est sortie, qui a été produite par Samod, qui est une gamme qui s'appelle Promenade, qui sont donc des luminaires d'extérieur, qui résistent aux conditions extérieures. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les produits que faisait Samod, ce sont des produits installés, c'est-à-dire qu'il faut les installer, faire les branchements, etc. Ce n'est pas des produits que vous pouvez prendre, emporter et brancher. Et ça correspondait aussi à ce changement de culture, de se dire que ces produits-là allaient s'adresser à d'autres personnes, ces produits-là allaient pouvoir être achetés en magasin, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque c'était uniquement des produits destinés aux professionnels. Donc là, c'est les premiers luminaires Samod à brancher directement, en fait.
En fait, ça paraît rien, mais Samod n'avait jamais fait un luminaire qui avait une prise et un interrupteur. Donc c'est quand même, dans une culture d'entreprise, ça peut changer beaucoup dans les de années choses. 30, on en faisait Dans les années énormément. 30, oui, il y en avait beaucoup, il y était très beaux. Mais depuis Et- un et certain ce- nombre d'années, ce il n'y en qui a- avait plus. Ce qui a Et donné puis- des débouchés incroyables. Nous, on voulait les rendre autonomes. Donc Bien on a sûr. dessiné des supports pour accueillir ces tubes. Puis ça correspondait aussi à une époque où le monde professionnel a rejoint le monde personnel. Il y a eu une capillarité entre Je les suis deux tout à fait domaines. d'accord avec ça. Et c'est pour Ouais, ça ouais. qu'en fait, beaucoup de produits qui étaient réservés à la maison sont rentrés dans le Ouais. bureau et vice-versa. Ouais. Et donc, c'était vraiment... Et par exemple, je pars sur une digression, j'ai vu des corners dans des grands magasins, Samod. Est-ce que, par exemple, vous concevez aussi Ouais, ces espaces parce qu'ils ont effectivement, une oui, oui. identité vraiment Oui, particulière, c'est-à-dire très que nous, forte. on essaye, dans cette identité globale, de gérer aussi les corners dans les grands magasins, parce qu'on pense que la manière dont les choses sont montrées, alors quelquefois on ne peut pas le faire, parce que le grand magasin ne veut pas de corner spécial, mais dans ce cas-là, il se débrouille avec les produits. Oui. Mais on essaye toujours de garder l'identité et la force du dispositif. Parce que c'est aussi comme ça qu'on installe une marque, et quand c'est une marque qui est nouvelle sur ce marché-là, il faut l'installer, ça prend du temps, et pour l'installer, il faut que visuellement elle soit tout le temps repérable, reconnaissable, avec des codes qui sont très précis. Et puis ça a été aussi un gros travail mené par les équipes de Samod de se structurer pour aller développer un réseau commercial qui n'était pas du tout leur réseau commercial habituel. Donc il y a eu pendant des années un très gros travail comme ça pour arriver au BHV, pour arriver dans ce genre de boutique-là. Ça, sur les produits, ce qui passe là, c'est une collection qu'on a dessinée aussi qui s'appelle Pana, mais qui est assez importante aujourd'hui chez Samod. Et c'est le désir et le besoin de domestiquer encore un petit peu plus, je dirais, ces tubes. Donc on les aime, ces tubes, parce qu'ils ont une esthétique industrielle brute, parce que ce sont des produits d'assemblage, parce qu'on voit la technique, parce qu'ils sont transparents, parce qu'il y a des pièces extrêmement fortes qui les constituent, qui sont les colliers, qui sont les flasques, qui sont le presse-étoupe, qui sont le câble en inox, etc. Et en même temps, ce sont des produits un petit peu clivants. Donc nous, on a fait ce travail-là dans tout ce spectre en fait, de l'adaptation, de l'enrichissement du tube. Un travail en fait, de mailles, de grilles décoratives qui sont des filtres visuels et qui signent graphiquement le produit et qui permettent du coup d'aller séduire des personnes qui aimaient peut-être ces tubes-là mais les trouvaient un petit peu trop durs pour chez eux. Ah, Emmanuel, Phase 2. voilà. Alors en réalité, bon, c'était phase 3. Mais enfin, c'est phase 2,5. Enfin, c'est phase 2 ex aequo. Il y a eu une autre rencontre par l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans la salle. À nouveau, une très belle rencontre avec on va dire, les ayants droit de Pierre Garish. Alors, Pierre Garish, ça pouvait paraître un petit peu loin de Samod, du Samod en fait, d'aujourd'hui. Mais le Samod de toute éternité, qui existe encore, était en fait assez proche de la philosophie de Pierre Garish. Il se trouve qu'il y a peut-être un goût commun. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup le travail de Pierre Garish. On en discute, ce n'était pas tout à fait dans le plan tout à fait initial, mais on trouve tout le sens et la pertinence de ce travail. Et puis, il y a un petit peu aussi de conviction, c'est-à-dire qu'on a un des plus grands designers français qui serait, pour une fois, réédité par un fabricant qui est encore français et qui fabrique encore en France. Donc là, on est à nouveau plus très nombreux. Donc cette histoire-là, et je trouve que ça avait beaucoup de valeur, en tout cas à mes yeux. Et puis là, on s'est lancé dans un travail extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on a réussi à développer en l'espace de moins de 18 mois plusieurs familles de produits. Bravo. Et en moins de 30 mois, encore plus de familles de produits. Donc c'était un temps assez bref, c'était un très gros investissement et une aventure absolument passionnante. Et on retrouve l'idée quand même du travail du métal, d'une certaine subtilité dans le dessin. Enfin, plein de choses qu'on retrouve dans le tube Samod, même dans les versions en fait industrielles, avec cette simplicité qui est en fait le fruit d'une assez grande sophistication de conception. Oui, puis moi je dirais qu'aussi ce qui nous a semblé tout de suite évident dans l'idée que Samod réédite Pierre Garish, c'est que c'est un designer patrimonial, c'est-à-dire que c'est quand même un des grands designers de la lumière de l'après-guerre. Il remeuble la France. Enfin, c'est une période très, très forte pour le design français, qu'on a souvent tendance un peu à oublier au profit du design italien de cette période. Mais en France, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Et en plus, c'est un designer qui travaillait le métal. Et donc, il y avait une légitimité à le faire avec Samod qui était évidente. Et donc, qui a eu l'idée, c'est toi qui as rencontré une personne qui t'a présenté les ayants droit. Ça se C'est passe une toujours. rencontre D'abord, encore. j'ai été invité à un déjeuner. Donc, Pardon j'ai été invité à un déjeuner. Ça, c'est très important. Faut Donc, c'est commencer comme par un ça que les déjeuner. grandes histoires commencent. Ouais.
Dans l'équipe qu'on a constituée, il y avait le dernier logo, c'est celui de 14 septembre qui fait bien sûr son travail de relations médias-presse, mais qui a d'autres talents de pouvoir connecter les gens entre eux avec pas mal de finesse. Voilà. Donc des fois, ça donne des rencontres très Tout à heureuses. fait. Oui. Merci Laurent. Et oui, sur cette réédition de Pierre Gariche, c'est arrivé un peu par opportunité, mais c'était une très belle opportunité. Et moi, personnellement, je trouve que ça a eu un atout assez majeur pour sa mode, c'est que ça a fini de décomplexer complètement cette entreprise, cette marque et ce fabricant sur sa capacité et sa légitimité à éditer ou concevoir des... Ouais, je voudrais rebondir sur un truc que vient de dire Emmanuel, c'est le temps record avec lequel ces produits ont été développés. Oui, je veux rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est que en fait, Samod a développé en 18 mois une première collection Gariche, mais aussi parce que Samod s'est structuré en interne au niveau de son bureau d'études pour pouvoir le faire. Et nous, on a vu une vraie différence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a été comme un booster, on va dire, pour la création de nouveaux produits, et c'est encore utile aujourd'hui pour tous les nouveaux produits qui arrivent, quoi. Donc cette rencontre et tout ce cheminement a pris combien de temps ? Votre rencontre, c'était en quelle année ? 2015, je crois. Ce qui est fou, c'est on a un doute. en Peut-être 14. 6-7 ans, 2014. l'entreprise a complètement changé. Ouais. Et que pense la famille fondatrice dont tu fais partie ? Parce que c'est quand même une histoire incroyable. Tu as reçu un montgolfier grâce à ça, je te signale. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ils étaient présents. Ils étaient présents, souriants, heureux. Je suis encore là, ça veut dire qu'ils doivent être satisfaits du travail qui a été exécuté. Honnêtement, je pense... il y a des familles où il y a des familles de taiseux, il y a des régions où on est un peu plus taiseux qu'ailleurs, mais je crois pouvoir dire que on a, nous collectivement, familialement, le plaisir de voir la continuation d'une entreprise familiale. Une entreprise, pas au sens d'une société marchande, d'une initiative d'une entreprise familiale. Et en fait, on n'en fait pas des tartines, mais pour nous, ça a de la valeur. Fabriqué dans le village d'origine de la famille, ça a de la valeur. La préservation des savoir-faire, ça a de la valeur. L'honnêteté de conception et la relation qu'on a avec les designers avec lesquels on travaille, ça a une valeur en fait considérable. Donc cette dimension-là est forte et je pense qu'elle est commune à tous les membres de la famille et à tous ceux qui ont été aux manettes à un moment donné ou à un autre, quoi. Et après, de notre côté, le fait que Samod soit une société, une entreprise familiale, c'est aussi un rapport beaucoup plus direct dans la discussion, la prise de décision, les choix. C'est quelque chose qui est assez simple au final, hein. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça se passe relativement vite et ça se passe très bien, quoi. Alors tu parlais tout à l'heure d'investissement. Est-ce que tout cet investissement qui a été quand même très important, quel est le retour sur investissement ? Est-ce que tu peux garantir que c'est une recette formidable et que ça a changé même le cours économique de l'entreprise et les résultats ? Par exemple, Samod, sans ce déclic, qu'aurait-il été aujourd'hui ? C'est moins bon et peut-être qu'on serait, en fait, on serait tout à fait autre chose. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la place de ces gammes de produits, c'était 0 et c'est plusieurs dizaines de pourcents. Ce que ça a changé, c'est une notoriété évidemment complètement différente. C'est une perception de la marque beaucoup plus juste que celle qui existait précédemment. C'est vraiment l'investissement d'un secteur, à la fois l'architecture et le design, qui était traité, en fait, qui était un petit peu un produit d'initié. On avait une clientèle, mais on n'avait pas de surface en fait de développement. Aujourd'hui, que ce soit par les produits, que ce soit par l'iconographie, que ce soit par, on est naturellement plus du tout les mêmes, et évidemment, on est perçu de façon différente. Ça a aussi changé. Alors, ça a changé la culture, mais en vérité, ça l'a plutôt, ça a conforté les piliers, les fondements culturels de l'entreprise. Les thématiques dont je parlais au début, les thématiques d'innovation. On a investi très massivement, c'est ce qui a permis ce développement dans un centre de R&D à la Motte Beuvron, dont on a confié la rénovation à un architecte. Enfin, plein de choses se sont mises en place de façon naturelle qui ne l'auraient pas été. Donc toute cette surface
évidemment, sans cette rencontre, ça n'aurait pas eu lieu. Alors après, il y a cette rencontre qui a déclenché un certain travail, qui a déclenché d'autres opportunités, qui a déclenché la présence dans d'autres endroits. Donc voilà, Samod existerait probablement, mais certainement pas de la même façon, pas au même endroit et probablement pas avec les mêmes atouts. C'est-à-dire que ça nous a permis de faire des progrès très importants et de cultiver en fait ce goût de la technique et de la fabrication. Là, ce que vous voyez en fait à l'écran, je ne voudrais pas en parler longtemps parce qu'effectivement l'heure tourne, mais vous vous souvenez qu'au début, on a évoqué l'expression de la marque en disant que c'était les premières tâches. On a fait plein de choses au début, mais on a dès le début déjà réfléchi à c'est ce que Jean-François disait, quels étaient les designers que nous devions inviter pour participer en fait à cette aventure en fait de long terme. Et donc il y en a un que je voudrais citer parce qu'on a réédité pas seulement Les Morts, pas seulement Pierre Garish, mais quelqu'un qui est pour lequel j'ai à la fois beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection, qui est un personnage extraordinaire qui s'appelle Stefan Dietz, qui est un designer allemand que Jean-François Éloi connaissait bien. La première rencontre s'est également faite à table, un soir à Milan. Beaucoup de convergences de vues de façon générale. Alors, vous avez beaucoup parlé de chasse, je crois, mais de chasse. De vin, je crois. De vin et de chasse. Ouais, surtout de vin. Et son travail nous a très très vite parlé. Il y avait une forme d'évidence entre ça. On en revient au tout début, pourquoi ça a fonctionné. Ça, c'est un point qui est très important. Tous les designers ne peuvent pas fonctionner avec tous les industriels. Donc cette notion c'est pas une alchimie, la compréhension de la compatibilité ou de la convergence de vue, c'est absolument essentiel. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas et il a fallu assez peu de temps à Normal Studio. Enfin, ça revêtait un caractère quasiment d'évidence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on savait que la rencontre serait fructueuse, mais il fallait qu'on explique d'abord pourquoi elle serait fructueuse. Donc on a décortiqué le travail de Stéphane pour le présenter à Samod en disant, voilà, cette personne-là pourra répondre à des questions que l'on se pose dans le cadre de la création de nouveaux produits, parce que c'est un designer qui a une appétence pour la technique, qui utilise la technique comme un moteur dans sa pensée, et il sait la faire disparaître au profit d'un objet qui devient assez, sensible. Ouais, c'est ça. Donc, on savait que ça marcherait, mais bien sûr, on était sûr de rien, et donc il fallait qu'on se rencontre. Donc, encore une fois, ça s'est passé à Milan. La rencontre s'est faite à Milan. On a organisé un dîner, et voilà, et ça s'est bien passé. Et puis, on a démarré un projet, quoi, avec une demande très précise. Et pour dire juste deux mots sur ce projet qui s'appelle Mode, qui est donc quand même un grand pan aujourd'hui des gammes Samod, puisque c'est un très gros développement. Donc c'est une source ponctuelle dans une société, une source de lumière ponctuelle dans une entreprise qui a massivement des sources linéaires, ce qui était un des besoins de Samod pour être plus complet dans son offre. Et encore une fois, c'est conçu à notre demande commune à Stéphane comme un système qui va offrir de multiples possibilités en termes d'éclairage, d'optique, de filtration de la lumière, etc., de finition. Et donc à partir d'un même principe d'assemblage d'une technique visible et d'intelligence technique sur la connectique, on arrive à un système assez unique. Et puis modulaire et réparable. Tu peux nous parler des qualités de durabilité des produits ? Oui, absolument. Respect de l'environnement, parce que ça, c'est des choses très importantes. En fait, ça fait 95 ans qu'on pratique la même philosophie. Vous voyez que ça a intéressé beaucoup de gens pendant 60 ans. Un peu moins pendant une trentaine d'années et que ça redevient en fait intéressant. Donc nous, on a toujours considéré, et c'est pour ça qu'on voulait rester des concepteurs et des fabricants, qu'on devait être en mesure de produire au plus près de nos clients, de telle sorte qu'on puisse également s'adapter à leurs besoins, parce que les gens ont le droit de changer d'avis, avec des fournisseurs locaux. C'est le cas encore aujourd'hui. La totalité ou la quasi-totalité des matériaux qu'on utilise sont d'Europe occidentale, ou France et Benelux, Espagne, Allemagne. Et le fait que ces produits doivent être démontables, donc le caractère modulaire est important. Le système tubulaire, on le verra à la fin, c'est un principe intégralement modulaire. La commande qu'on a passée à Stéphane, on lui a dit ce qu'on a en linéaire, on le voudrait en ponctuel, et donc il fallait retrouver un langage, et de la même façon, on veut produire le plus de pièces nous-mêmes pour ne pas dépendre de fabrication tierce. On souhaite aussi que ce soit totalement démontable, donc en fait modulable, réparable. Donc dans ce que vous voyez à l'écran, vous-même, il n'y a pas besoin, vous pouvez changer ce qu'on appelle la couronne, elle peut être en verre, elle peut être en métal, elle peut être de plein de finitions, vous pouvez changer l'optique, vous pouvez accéder tout est démontable.
Et donc, nous, on pense que le produit véritablement durable, c'est celui qui effectivement est assez robuste pour durer longtemps. Donc là, il vaut mieux privilégier la qualité intrinsèque de la conception et des matériaux. C'est celui pour lequel vous pouvez proposer de la réparation et de la maintenabilité, ce que évidemment en fait on propose, et celui pour lequel, dans l'hypothèse ultime d'une fin de vie, vous avez la possibilité de démonter pour séparer les matériaux et donc leur offrir la possibilité d'être recyclés. Et voilà ce qu'on pratique depuis toujours. Et réutiliser, détourner. Et réutiliser. Voilà. Et très honnêtement, on s'est senti seul pendant assez longtemps. Et pendant pas mal d'années, les gens avaient peut-être un regard sympathique sur cette proposition, mais disons, ça ne se transposait pas nécessairement. En fait, le critère d'achat était essentiellement le prix. Là, bon, les récents événements, j'aurais dit le Covid il n'y a pas très longtemps, là il y en a encore un de plus. Je pense que la question de la durabilité réelle des produits devient en fait une urgence absolue, indépendamment de la dimension qu'on peut qualifier, enfin pour moi d'essentielle, de souveraineté industrielle, de maîtrise des savoir-faire et de capacité à fabriquer soi-même des objets peut-être aussi triviaux en fait que des luminaires, quoi. Mais ça veut dire que le design a aussi une part de responsabilité là-dedans, Absolument. et je pense que ça c'est quelque chose que nous on a envie d'endosser dans un projet comme celui-là, on l'assume sans problème. Absolument. Alors je pense que on avait posé des questions dans l'invitation, vous avez vu, donc je regarde si on a répondu à tout. En quoi le recours du design permet-il la création de valeur? Donc on a répondu. Je pense que les produits sont parlants d'eux-mêmes, le succès de l'entreprise aussi. Alors j'ai une question aussi sur Sammode, parce que Sammode, le nom, je trouve ça fait super moderne. Et je demandais si vous aviez joué sur ça. Et je disais, mais Sammode, d'où vient ce nom? Tout le monde m'a pas dit que c'était mode, mais moi je suis d'accord. Je trouve ça très, enfin, disons que Je ça crois que traverse, c'était ça traverse Sam. les âges. Et C'est en une fait, façon d'être moderne, c'est de ne pas être sensible au temps. voilà. Ben, nous, c'est un peu ce qu'on cherche. Et ce nom existe depuis 1927. Depuis 1927, parce que ça ne s'est pas appelé Gagnès Éclairage ou Lemaire Éclairage en l'occurrence, mais ça s'est appelé la Société d'application des méthodes modernes d'éclairage électrique. C'est top. Voilà. Ce qui est assez long sur les enveloppes. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est vraiment réjouissant, vous voyez, de voir Et ça, c'est la photo de famille. que le déclic. Alors, il manque les gens de Sammode, mais aujourd'hui, voilà. Puis il y a d'autres designers qui vont rejoindre cette famille. On va passer au... Ah oui, alors le livre. Il y a un livre formidable qui a été écrit par Christian Siminck, édité par Flammarion, qui va être ça, c'était d'ailleurs dédicacé. C'était une expérience parce que ça, assez jouissive. Hein. Enfin, disons, on a beaucoup Ah ouais. travaillé. Alors, Je qui a crois décidé de qu'on faire peut un le dire. livre? Alors, moi, j'ai quelques lubies. C'était... Enfin, j'en ai pas mal. Hein. Ça, c'en était une. Et donc, il a eu un petit peu de retard. Hein. Mais on y est arrivé. Et l'idée, c'était pas de faire un livre sur Sammode, c'est-à-dire de faire une espèce de catalogue augmenté, mais de traiter de cet objet en fait emblématique qui était à la fois qui résumait l'entreprise, voilà, après, et en même temps qui incarnait tellement de choses et plus de 50 ans d'histoire industrielle et même en fait esthétique. Donc, pour composer ce livre, on a choisi évidemment donc Christian. Pour plein de raisons, pour sa connaissance aiguë du monde de l'architecture, du design, de l'art. Donc, on a évoqué pendant l'entretien les ponts avec une dimension patrimoniale, une dimension culturelle, enfin tout ce qui nous a accompagnés ces dernières années, et je crois que c'est assez magnifiquement reflété dans le livre. On a voulu évidemment parler de l'histoire industrielle. On a voulu parler de l'iconographie. Il y a un travail considérable iconographique qui a été réalisé avec Morgane Le Gall. Il y a eu un travail très important aussi sur le graphisme du livre, puisqu'on voulait que ce soit pas seulement un récit, mais aussi l'occasion pour, on va dire, des artistes, je ne sais pas comment, ou des graphistes, en fait, au sens le plus large possible, de contribuer à l'aventure. Et donc, il y a bien sûr de la photographie. Donc, on a aussi mandaté ce qu'on appelle des cartes blanches à des artistes. On leur a confié un certain nombre de pages. Donc, il y a un plasticien, il y a un photographe, évidemment, j'en oubliais, il y a une illustratrice. Voilà, on pourra voir ça tout à la fin. Donc, c'était une entreprise très pleine et très importante et qui a... avec des grands moments de joie, enfin on n'a pas mis les photos mais on aurait pu, et qui a pimenté la fin du confinement.
Ouais, moi j'ai envie de préciser que c'est un livre et c'est pas un livre d'entreprise. C'est-à-dire que souvent les livres d'entreprise, ça retrace un peu d'une manière littérale ce qui s'est passé dans une entreprise. Là, c'est vraiment un livre où on a voulu que le contenu soit aussi varié que les gens qui utilisent les SAMOD. Donc il y a plein d'interviews d'architectes qui utilisent les C'est un SAMOD. livre d'inspiration aussi, parce qu'on trouve beaucoup d'idées. Bien sûr. Beaucoup de... Et puis c'était aussi une manière, là vous voyez sur cette image, qui est une image de composition, qu'on a appelée l'anatomie du tube. C'était une manière aussi de prendre un temps pour regarder, pour revoir, pour repenser ce qu'est cet objet, le tube. Et bon, là, c'est une partie des objets qui peuvent composer les milliers et milliers de combinaisons. Et c'était vraiment très intéressant de refaire ce travail-là et de le rendre plastique, en fait. Et ça, vous ne pouviez pas le faire au début, c'est vraiment le résultat de toutes ces années de développement et de réflexion. Ouais, franchement. Oui. Vous allez pouvoir voir le livre tout à l'heure. En même temps, c'est des temps forts qui sont très importants parce que c'est des temps de réflexion, c'est des temps où à un moment, on a tout sous les yeux et ça permet quand même de se remettre les valeurs en tête, de retrouver un peu des choses qui servent par la suite dans le travail pour SAMOD. 7 ans de réflexion. Ah, c'est bien. Alors, je pense Non, que un peu vous moins, avez un peu moins. peut-être des questions. Et je salue Yo Kaminaga et Constance Guisset qui est peut-être en ligne parce qu'ils sont aussi à l'initiative de ce cycle de conférences. Je ne sais pas si Constance est par là. Mais une question, Odile ? Si vous pouvez vous présenter. Oui, Odile Duchesne, je Oui. représente l'industrie française de l'ameublement et j'ai une question. D'abord, félicitations et bravo parce que votre collaboration est enthousiasmante. Hein, le résultat est tellement bluffant. Enfin, on aimerait que dans toutes les industries, il y ait cette démarche. Alors j'ai une question parce que je suppose que quand vous êtes diversifié, finalement c'est une diversification sur l'intérieur, ça a dû complètement chambouler votre organisation. Il a fallu sûrement que vous créiez des équipes complètement dédiées. Enfin, est-ce que vos équipes sont séparées entre vos grands projets industriels, et effectivement ce marché de l'architecture intérieure? Et puis surtout, comment ont vécu vos grands clients industriels cette diversification? Est-ce que ça ne leur a pas fait peur? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le sentiment je ne sais pas, que vous alliez les quitter? Ce sont deux très bonnes questions. Peut-être assez rapidement. Donc, est-ce que nos grands clients industriels en fait ont eu peur? On s'est posé nous-mêmes la question, c'est une espèce de question un petit peu fantomatique qui nous hantait pendant une bonne quinzaine d'années. Je crois que la vie est un peu plus simple que ça. Il y a des gammes, donc ça répond à la deuxième question, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de l'éclairage et notamment l'arrivée de la LED a profondément bouleversé. En fait, il n'y a pas seulement le fait que la délocalisation en Chine en fait, a eu lieu, mais concomitamment, et peut-être il y a une relation aussi de cause à effet, la notion de mutation technologique était tellement violente, c'est peut-être comme la voiture thermique à la voiture électrique, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc bref, à la faveur de ces très très grands bouleversements, les industriels, ils ont des besoins industriels et nous on a satisfait des besoins industriels. Mais c'était très facile parce qu'on faisait ça depuis toujours. Enfin, quand je dis depuis toujours, c'est depuis les années 60 où on était vraiment très spécialisé. Donc ça n'a pas posé de difficulté. En revanche, est-ce que nous, on a dû faire muter la structure? Absolument. J'ai cité tout à l'heure, il y a eu des mutations d'ordre culturel, par définition, parce on s'est ouvert, on va dire, à d'autres mondes. Et puis, assez récemment, on a commencé à scinder les équipes, c'est-à-dire avec des équipes spécialisées. Alors, ce n'est pas vrai dans toutes les fonctions. L'usine, il fabrique tous les produits, si je puis dire, peu importe la destination. Et c'est même, je pense, une des grandes valeurs qu'on a, c'est qu'on a cette capacité à traiter aussi bien nos clients, quel que soit l'usage ou quelle que soit la finition. Ils bénéficient du même degré de qualité, de soins, de durabilité. C'est la même philosophie qui préside. En revanche, dans les fonctions peut-être commerciales ou marketing, là, bien sûr, il y a une spécialisation parce que les attentes du marché ne sont plus du tout les mêmes. Moi, j'avais une Bertrand. question. On a bien compris le parcours au long cours, enfin 7 ans c'est déjà relativement long, même si ça passe vite, de votre association qui n'est pas exclusive, parce que Normal Studio a d'autres clients, SAMOD travaille avec d'autres concepteurs, d'autres designers. Mais au fond, concrètement, comment se passe cette relation au long cours?
Quelle est par exemple la nature de la relation contractuelle que vous pouvez avoir? Comment vous organisez pour travailler? Vous voyez régulièrement? Vous avez, je ne sais pas, des points fixes? Vous avez aussi des axes de développement plus précis, y compris sur des produits? Enfin, concrètement, comment se passe cette relation très intéressante, non exclusive, mais en même temps, on le voit, très, très féconde et très intéressante? Faut que j'appelle mon avocat. Non. C'est très simple. Pas de chiffres. C'est très simple. Non, mais c'est très simple. La nature contractuelle après vos relations. En fait, bien sûr, mais même pour nous, c'est un bon exercice parce que ce qu'on a fait au début n'est pas le même travail que celui qui nous attend demain. Donc, le principe, c'est qu'on se met d'accord annuellement sur, en gros, le programme de l'année qui vient. Donc, on écrit, il y a un caractère un petit peu prospectif. Alors évidemment, avec le Covid, il y a eu des petits changements. C'est que le caractère prévisible est un peu moins grand. Mais oui, il y a un contrat qui nous unit et puis qu'on reconduit d'année en année. Et puis, j'imagine que le jour où on ne voudra plus, on ne le reconduira plus, ou on pourra en modifier les contours. Ça, c'est assez simple. Ensuite, il y a les contrats qui peuvent avoir lieu sur une commande d'un design. Donc ça, c'est pareil, des choses très cadrées. Donc nous on a des modèles, enfin tous les avocats en propriété intellectuelle, ça marche en fait assez bien. On commande un design et puis ensuite il y a un régime de financement de l'étude initiale et ensuite de royalties. Et donc ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que le contrat qui en gros, il y a un contrat qui peut nous unir à Normal Studio en tant que prestation de service d'accompagnement et d'autres contrats qui, eux, concernent de la création de design. Et donc, ce qui s'applique à Normal Studio s'applique à tous les autres, Yann Kersalé, à Stéphane Dietz ou aux différents designers avec lesquels, en fait, on travaille. Et en termes d'organisation, vous voyez tous les mois, toutes les semaines? Est-ce qu'il y a un rythme établi? 4 fois par semaine, non, à peu près, c'est ça? Non, je dirais qu'il n'y a pas un rythme établi parce qu'en fait, il y a des temps forts où il y a des périodes où ça va être beaucoup plus dense dans les réunions. Et puis aujourd'hui, Samod est structuré avec des équipes, donc nous, on a affaire aussi aux équipes. Et puis en fait, avec Emmanuel, on a quand même maintenant une forme de complicité de travail qui fait que on échange très, très, très souvent sur plein de sujets. En fait, quelquefois même des sujets qui ne sont pas directement liés aux actions qu'on est en train de mener, mais qui peuvent être liés à quelque chose qui est plus une vision. Et on tient à conserver cette dimension-là. Enfin, la dernière réunion qu'on a faite ensemble, c'était chez nous au studio un soir, et on dîne ensemble et en même temps on parle de comment on envisage l'avenir proche. Ça paraît informel, mais derrière on met en œuvre des choses avec des équipes, et ça c'est important. Alors, disons qu'il y a des réunions, des présentations, des temps forts qui sont assez stratégiques et qui vont définir des fois les grandes lignes de développement produit, celles qui courent en parallèle, parce qu'il y a des choses qui sortent rapidement, des choses qui sont un peu plus complexes, qui vont mettre plus de temps. Et après, il y a tous les autres sujets que sont les salons, les stands, les événements, la communication, le travail avec les graphistes, l'organisation des shootings, etc. Donc selon les périodes, ça peut être extrêmement dense. Des fois, c'est nous qui travaillons plus au studio si on travaille sur de l'espace ou des produits, mais disons qu'il n'y a pas, on n'a strictement aucun planning prédéfini à l'avance. Voilà. Moi j'ai une question pour Normal Studio qui ne me paraît pas très normal comme designer. C'est-à-dire, bon, d'abord merci beaucoup pour cette magnifique histoire. J'ai mis un petit moment à comprendre que justement Normal Studio n'était pas seulement un designer, et je cherchais à comprendre quelle était la collaboration. Moi je voulais savoir si ça existe, parce que je ne savais pas du tout qu'un designer, dont je pense que je sais ce que je sais, je suis architecte, fait aussi finalement ce coaching de développement d'identité, d'image, de nouvelles lignes. C'est quand même beaucoup avec cet aspect que vous avez accompagné Emmanuel. Même si effectivement vous avez vous-même participé en tant que designer à un développement de produits. Moi, je vais peut-être répondre parce que justement ta question, Sonia, est intéressante parce que encore une fois, on voit que le mot designer n'est pas compris et en fait, il balaye, il recouvre tellement de domaines, de compétences et d'applications qu'en fait, le design, même par exemple, quand tu fais un dîner chez toi, la façon dont tu vas placer les invités et mettre la table, c'est un acte de design. Donc en fait, le design, c'est mettre la personne au centre, créer des produits nouveaux, innovants, et qui ait vraiment un sens. Donc Jean-François ? Ouais, alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment cette culture-là. C'est un peu quelque chose de
pas de marginal, mais les entreprises n'ont pas cette culture justement du design un peu global, alors que plein de marques allemandes, italiennes l'ont. Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, Cassina a une directrice artistique très forte, qui est Patricia Orchiola, qui gère les espaces, les boutiques, l'identité de l'entreprise, etc. Et qui a une capacité, même la couleur. Et elle a ce rôle-là, et toutes les grandes entreprises italiennes ont toujours eu des designers comme directeurs artistiques. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que ce n'est pas du marketing qui s'empare de... Enfin, je parle d'entreprises que nous, on qualifie d'entreprises patrimoniales dans l'histoire du design. Elles ont souvent un designer qui chapeaute l'ensemble. Oui, je dirais que nous, la porte d'entrée qu'on a dans cette histoire avec sa mode, c'est quand même la porte d'entrée de l'objet et du produit, puisque c'est de là qu'on vient, c'est ça qu'on aime, et c'est lié à la production, en fait, l'objet. Donc on s'est toujours intéressé à comment les choses étaient faites et quel est l'outil qui est derrière ça. Alors l'outil, ça peut être un outil très simple ou un outil très complexe dans le cas de sa mode avec une usine. Mais c'est ça la porte d'entrée. Et après, nous, cette direction artistique qu'on fait, le mot n'est pas vraiment juste, mais son socle, c'est celui-là. Et ensuite, bien sûr, on essaye de coordonner, c'est de se dire quels nouveaux produits on peut faire pour cette entreprise et comment est-ce qu'ils peuvent être justes. Et ensuite, c'est comment on peut les montrer. Et comment les montrer, ça va être la photographie, ça va être les espaces, ça va être le graphisme, etc. Et comment est-ce qu'on se sert finalement de simplement la création en général comme un bras de levier pour l'entreprise. Mais c'est vrai que nous, la porte d'entrée, ça a été celle du produit, que ce soit chez Tolix ou chez Sa Mode de toute manière. Et c'est parce que c'est le cœur de Sa Mode. Faire des produits, c'est le cœur de Sa Mode. Donc nous, la direction artistique qu'on fera, c'est pas celle que pourrait faire un photographe qui a une direction artistique d'image. Nous, ça part toujours du savoir-faire, du produit, de l'usage. Et à partir de là, on peut déployer tout le panel des actions qu'on doit faire pour l'entreprise. Donc le design devient la stratégie de l'entreprise, en fait. Est-ce qu'on va prendre une question? Merci. Merci. Bonsoir. Je souhaitais interroger, moi, votre relation au territoire, puisque vous êtes une entreprise Sa Mode est une entreprise qui est implantée dans son territoire, avec une très forte une présence locale très lointaine, on va dire. Et comment votre collaboration, le chemin que vous avez fait avec Normal Studio, quel écho ça a eu sur ce territoire? Est-ce que vous avez eu des retours de vos parties prenantes locales, de vos concitoyens dans l'usine, de vos élus locaux? Comment ça s'est passé, ce changement d'image? Alors, les élus locaux... en fait, ne s'intéressent pas nécessairement à la façon dont, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent plus aux résultats et à la façon dont l'entreprise se développe ou aux besoins qu'elle peut avoir. Non, la question que vous posez est peut-être un peu plus marquée sur la façon dont les collaborateurs, et là, Paris, qui est le siège, n'a pas forcément la même réception, parce qu'il ne vit pas la chose de la même façon, puisque par définition, les gens de Paris voient régulièrement Jean et Éloi, ce qui est moins le cas des gens à l'usine. Mais pourtant, les gens à l'usine, eux, ils ont une perception très très claire, c'est les nouveaux produits qu'ils doivent fabriquer. Donc on va prendre un exemple, il y a 3 ans, ils fabriquaient 0 luminaire Paname. Aujourd'hui, ils fabriquent beaucoup de luminaires Paname. Et il se trouve que les luminaires Paname, c'est ce qu'on vous avait montré, enfin vous en voyez quelques-uns en haut à droite en fait, de l'écran, intègrent des composants que nous fabriquons nous-mêmes. Donc le travail qui se fait sur la mise au point de ces composants, eux ils le voient et peut-être même encore plus que moi. C'est-à-dire que pour eux, la vie elle a un petit peu changé parce que le mix produit qui sort, qui est chargé dans les camions, n'est plus le même que le mix produit des années 80, des années 90, des années 2000 et 2010. Donc ça pour eux c'est très perceptible. Après, comment ils le jugent, j'ai une petite idée, c'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... ils ne s'autorisent pas nécessairement en fait, à dire ça, mais ça les intéresse, parce que ça correspond, ils voient bien que c'est un enrichissement du vocabulaire de l'entreprise, et d'instinct, ils voient bien que plus une entreprise est capable de produire de solutions, et qu'elle rencontre un certain succès, plus cette entreprise a des chances en fait, de prospérer. Ensuite, la relation, parce qu'on est dans un autre territoire qui est un petit peu, qui est encore différent, qui est le nord de la Sologne, en fait à la Motte-Beuvron, alors qui a un caractère un peu moins rural que les Vosges,
Mais voilà, là où la mode Beuvron, on a restructuré un centre, enfin une ancienne imprimerie en centre de R&D. Donc eux, ils sont concernés presque tous les jours par ce que toute cette démarche en fait implique en matière de développement de nouveaux produits. Les phases de développement de nouveaux produits de Garriche, par exemple, elles ont toutes été faites là. Ce centre de R&D n'aurait pas existé, typiquement, on n'aurait pas mis 18 mois pour développer les familles Garriche. Donc en fait, toute l'entreprise est concernée, mais pas nécessairement, pas de la même façon, ni forcément au même moment. Mais moi, je crois que c'est plutôt une entreprise, enfin une initiative qui est joyeuse. En fait, c'est un temps de... Alors, il y a beaucoup de travail, mais c'est un temps de développement, c'est un temps de prospective, c'est un temps de projection, c'est un temps même de confirmation de votre vocation propre. Après, si vous ne croyez pas à ça, effectivement, il faut importer des produits de Shenzhen, quoi. Parce que ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous envoyez un bon de commande et ça arrive. Là, c'est une démarche vraiment... plus maintenant, mais c'est une démarche maintenant de faire. Voilà. Je pense qu'il y a un mot qu'on n'a peut-être pas trop, c'est faire et produire. On a parlé des produits, mais je pense que ce qui réunit tout le monde, et chacun en fait à sa place, c'est de faire, de créer. Et de produire, et de penser qu'on peut toujours produire ici, en France, des produits qui ont une forte valeur et qui ont une forme d'intelligence aussi de production. Enfin, nous, on y croit beaucoup, on continue à militer parce que c'est une forme de militantisme un peu. Moi, depuis quand j'étais étudiant, déjà, je faisais ce travail d'aller voir des entreprises qui avaient un savoir-faire, qui fermaient les unes après les autres, parce que j'avais été chargé par, à l'époque, la direction régionale de l'industrie et de la recherche pour faire un travail de diagnostic design dans des PME. Et c'est comme ça que j'ai compris l'intérêt de produire et comment, les enjeux de la production, je crois. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, puis il y a une sincérité et un sens qui est donné. On va prendre une dernière question. Laurent ? Bonsoir. Y a-t-il pas une forme de pudeur chronologique de parler d'abord de direction artistique et de design plutôt que d'implanter le mot design dans la manière de vous présenter ? Non, une pudeur, je sais pas. Quand on fait ce travail-là, on travaille pour sa mode. Et bien sûr, on a une visibilité. Bien sûr, notre visibilité sert aussi la marque. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on travaille dans un contexte et on travaille pour une entreprise qui fabrique des produits. Fabriquer, c'est compliqué, c'est long, etc. Donc le mot direction artistique, des fois on l'utilise parce que c'est un mot qui est dans la tête de chacun, mais c'est pas vraiment le travail qu'on a l'impression de faire parce qu'on fait une pédagogie avec sa mode, ce qui est normal. Il venait d'un univers qui était très éloigné de nôtre. On venait aussi d'un univers, même si on travaille avec d'autres entreprises, qui n'est pas le leur, donc il faut apprendre à se connaître. Et nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on propose quelque chose, on propose toujours quelque chose. On ne dit jamais c'est ça qu'on va faire, c'est comme ça, c'est bien. On explique pourquoi on fait les choses, on explique pourquoi les graphistes qu'on vous propose, on pense qu'ils sont bien pour sa mode, on va les chercher, on les choisit, on vous explique pourquoi le travail de Stéphane Diez sera peut-être porteur pour sa mode et connecté avec vos valeurs et ce que vous savez faire. On vous explique tout le temps pourquoi et on essaye de motiver ce qu'on propose. Donc c'est pour ça que je disais que parfois c'est une direction artistique qui est très éloignée finalement de celle que pourraient faire peut-être d'autres designers ou des gens qui viendraient plus de l'image. Mais est-ce que c'est pas ça de faire du design ? On a l'impression de faire du design. Je pense que c'est faire du design. Ça devrait être ça. C'est faire du design. Ça en fait partie. Ouais. Donc quand tu dis faire du design, le design, c'est vrai qu'on disait, ça rejoint un peu la réflexion de Madame tout à l'heure, ça ne se limite pas à la création de produits. Ça peut parfois se limiter à la création de produits. Dans certains projets qu'on mène, ça se limite à ça et c'est très très bien, on est très heureux de le faire. Et de temps en temps, quand on en a l'occasion, quand on fait ce genre de rencontres et qu'on a les coups des franches aussi pour pouvoir faire ça et qu'on a des gens en face de nous qui comprennent ce qu'on veut faire et qui mettent les moyens en face pour que ça puisse fonctionner et qui ont l'intelligence et de nous faire confiance et la culture de comprendre aussi ce qu'on veut faire, et ben, ça permet de faire un design qui a une toute autre ampleur. Voilà. Donc encore une fois, le design, il est contextuel. Dans ce contexte-là, c'est un contexte qui est très large et assez complexe, quoi. Et une dernière question pour Emmanuel. Est-ce que ce n'est pas non plus une forme de pudeur de ne pas avoir montré de photos de l'usine ?
On a montré des photos, mais si disons qu'on aime une certaine discrétion, voilà. Mais on a quand même montré une photo parce qu'on s'est posé beaucoup de questions quand on a conçu le livre. En fait, c'est une partie qu'on montre peu et qui est pourtant le cœur et le poumon éternel, parce que c'est quand même là que se crée. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'était à la fois des matières, des gestes, des savoir-faire. On a choisi de montrer cette bibliothèque d'outils parce que on est nous-mêmes, on conçoit nos propres outils. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé du modèle dominant qui est d'importer le produit d'une contrée lointaine. Il y a un modèle ensuite intermédiaire qui consiste à demander à des sous-traitants de faire plein de choses et de ne faire que de l'assemblage. Et puis nous, non seulement on n'a pas trop de sous-traitants, on fait les choses nous-mêmes. Et en plus, on essaie de faire nos propres outils. Alors, je pourrais vous montrer plein de pièces. Parce que la valeur non réplicable, probablement, qui est unique parce qu'elle est liée à cette entreprise, ces personnes-là, ces humains, ces personnes-là, à cet endroit, qui ont cultivé ce goût de faire l'outil le plus performant, le plus rapide, avec la qualité la plus répétable. Et ça, donc oui, il y a une espèce de... Disons que dans toute l'aventure qui m'anime depuis 15 ans, ou qui nous anime, hein, c'est cet attachement très fort à ça. Et en fait, si ça n'existait pas, probablement ça manquerait de sel. Je crois que c'est aussi ce qui déclenche le design, c'est-à-dire nous, notre plaisir qu'on a à voir ce que l'outil Samod peut produire, parce que c'est ça qui nous anime. Ça, c'est un bon test. Hein. Quand les gens visitent l'usine, disons qu'on voit assez vite les gens qui s'intéressent à la façon dont c'est produit et aux gens qui y sont moins sensibles. Et donc, dans ce qu'on a recherché, on trouve que cette capacité à comprendre, déjà à comprendre ce qui se passe, et je ne dis pas savoir, mais c'est à comprendre ce qui se passe, ou poser les bonnes questions, et à s'intéresser en fait au processus, ça c'est le début de quelque chose de très fécond. Ça veut dire que quand on dessine une grille, par exemple, on sait que la poinçonneuse Samod va pouvoir la réaliser. Et pour nous, ça, c'est quelque chose de très important. Ça guide notre dessin, en fait. En tout cas, bravo pour ce parcours, cette alchimie, cette rencontre, le déclic. Bon. Alors là, on invite l'assistance en présentiel, qui est un privilège énorme, à déguster une coupe de champagne ou un jus de fruits à l'arrière de la salle. Comme ça, on pourra prolonger un petit peu les échanges. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on va organiser une signature et l'achat de livres, si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ce produit emblématique. Voilà. Et prochaine conférence déjà programmée, c'est le 12 septembre, avec des invités surprises. Vous en saurez bientôt un peu plus. Merci.